Alors aujourd'hui, on va plonger dans un monument, un des romans les plus puissants, les plus sombres aussi, de la littérature française, L'Assommoir d'Émile Zola. C'est une œuvre qui va bien au-delà de son histoire tragique, parce qu'elle pose une question absolument fondamentale sur notre condition. Voilà la question, est-ce qu'on est vraiment aux commandes? À travers le destin de ces personnages en plein cœur du Paris ouvrier du 19e siècle, Zola va explorer toutes les forces qui façonnent une vie, et qui bien souvent la brisent. Est-ce que c'est notre volonté qui compte, ou est-ce qu'il y a d'autres forces, bien plus grandes, qui décident pour nous? Pour bien comprendre Zola, il faut absolument comprendre ce qu'est le naturalisme. C'est pas juste une question de raconter la réalité. Non, l'idée, c'est de la disséquer, un peu comme le ferait un scientifique. Pour Zola, un individu, ce n'est pas tant une personne avec son libre arbitre qu'un spécimen, presque un sujet de laboratoire. Un sujet qui est déterminé par deux choses. Son bagage génétique, ce qu'il appelle l'hérédité, et son milieu social, l'environnement. C'est une vision assez dure, très déterministe de la vie. Et Zola, il ne s'en cache pas, hein. Il nous le dit cache dès la préface. Son but, c'est pas de juger, c'est d'observer. Le mot « fatal », là, il est essentiel. Il nous prévient d'entrée, cette histoire, c'est une sorte d'expérience sociale dont on connaît déjà l'issue. C'est la démonstration implacable de sa théorie. Allez, rentrons dans cette expérience. Tout commence avec notre personnage principal, Gervaise, et un rêve qui au début semble pourtant tellement simple, tellement accessible. D'entrée de jeu, le décor est planté. Gervaise débarque à Paris et elle traîne déjà un lourd bagage. Elle est seule avec ses deux garçons, Claude et Étienne. Et surtout, elle porte en elle une marque physique de son hérédité. Elle boite. Pourquoi? Parce que son père, quand il était tièvre, battait sa mère. C'est comme si la fatalité était déjà gravée dans son corps, littéralement. Et pourtant, son ambition à elle, c'est d'une simplicité qui fend le cœur. Elle ne rêve ni de fortune, ni de gloire. Juste de dignité, de sécurité. Ce qui est fou avec cet idéal, c'est que ça nous montre à quel point même ces besoins-là, les plus élémentaires, étaient un luxe inaccessible pour une bonne partie de la population à l'époque. Et puis, arrive Coupeau. Lui, il semble être une rupture totale avec le passé. Son propre père est mort d'une chute, complètement ivre, et Coupeau, il jure ses grands dieux qu'il ne suivra jamais ce chemin. Et pendant un temps, ça marche. Le rêve de Gervaise devient réalité. Elle épouse Coupeau, ils ont une petite fille, Anna, et elle réussit même à ouvrir sa propre blanchisserie. Le bonheur, on y croit, il semble possible. Mais voilà, dans une tragédie naturaliste, le bonheur est toujours fragile, toujours sur le fil. On arrive au sommet de la réussite de Gervaise, et c'est ce moment précis qui va être paradoxalement le tout début de la fin. Tout bascule avec un accident. La chute de Coupeau, ce n'est pas juste une chute physique. Pendant sa longue convalescence, il change. Le travail, qui était sa fierté, devient son ennemi. Et l'Assommoir, le bistrot du coin, devient son refuge. Et ce grand repas que Gervaise organise pour fêter leur succès, sans qu'elle le sache, va en fait sceller leur destin. Franchement, il faut s'imaginer la scène. Une noix rôtie gigantesque, du vin qui coule à flot, tout le monde rit, tout le monde est heureux. C'est l'image parfaite de la réussite ouvrière. Gervaise a fait bien plus que réaliser son petit rêve. Elle a tout ce qu'elle voulait, et même plus. L'espace d'un instant, on a l'impression qu'elle a vaincu la fatalité. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que le piège se referme. En invitant l'entier, le fantôme du passé, à sa table, Coupeau réintroduit le chaos dans leur vie bien rangée. Ce geste, qui se veut généreux, c'est en réalité le poison, l'élément qui va tout corrompre de l'intérieur. À partir de cet instant, le roman ne raconte plus une ascension. C'est fini. On entame la descente aux enfers. Une descente lente, méthodique, et selon la logique de Zola, complètement inévitable. L'engrenage est implacable. L'entier s'incruste, vit à leur crochet et pousse Coupeau à ne plus rien faire. L'alcoolisme de Coupeau devient de plus en plus violent, bestial. Pour fuir cette horreur, Gervaise finit par céder à l'entier. La boutique, qui était le symbole de son indépendance, coule sous les dettes. Elle doit la vendre. Et le point de non-retour, c'est quand Gervaise elle-même pousse la porte de l'Assommoir pour boire son premier verre. Zola, il personnifie l'alambic, cette machine qui distille l'alcool. Il en fait une sorte de monstre. Ce n'est plus un objet, c'est le cœur battant de la misère du quartier. Sa sueur d'alcool, c'est une source qui ne désaltère pas, mais qui noie, qui inonde lentement tout le quartier et ses habitants avec. C'est une métaphore absolument géniale de cet environnement qui broie les gens. On arrive donc à la conclusion, au résultat de l'expérience de Zola. Qu'est-ce qui se passe quand l'hérédité et le milieu ont finalement gagné, quand ils ont détruit toute volonté? La fin, elle est d'une brutalité absolue. Coupeau meurt à l'asile, son corps secoué par les tremblements de l'alcoolisme, une scène que Zola décrit avec une précision quasi clinique. C'est terrifiant. Et Gervaise, elle, finit encore plus bas.
Son rêve de mourir dans son lit s'achève dans un trou à rats, sous un escalier. Personne ne s'en rend compte, on découvre son corps que bien plus tard à cause de l'odeur. Et c'est ça, toute la morale de Zola. Il ne les condamne pas. Pour lui, Gervaise et Coupeau, ce ne sont pas juste des gens faibles qui ont fait les mauvais choix. Non, ce sont des victimes. Les victimes d'un système écrasé par un environnement toxique et par une hérédité chargée. Leur chute, c'est la morale en action. La preuve qu'un tel milieu ne peut produire que de la misère. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas avec eux. L'Assommoir, ce n'est qu'un chapitre de la grande saga des Rougon-Macquart. Leurs enfants vont porter à leur tour le fardeau de cette hérédité. Étienne, le fils de Gervaise, mènera la grande grève des mineurs dans Germinal. Claude deviendra un peintre de génie, mais complètement maudit. Et Nana, leur fille, se servira de sa beauté pour se venger de la misère de son enfance, devenant une sorte d'ange destructeur. Le cycle infernal continue. Et tout ça, ça nous ramène à la question de départ. On peut se demander, si Zola écrivait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il décrirait? Est-ce que ce serait la précarité économique, l'isolement créé par le numérique, ou la pression des réseaux sociaux qui seraient les milieux empestés qui façonnent nos vies? Quelles seraient les fatalités modernes qu'il observerait? La question, évidemment, reste ouverte.